Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Au fil des mois, l'échéance présidentielle au niveau national se rapproche. Nous le savons, c'est l'échéance politique la plus importante, même s'il ne faut pas minimiser toutes les autres échéances politiques dans l'intervalle, à commencer par les municipales. Mais la Constitution de 1958 fait tourner autour du président l'ensemble de la vie politique, de la vie économique, de la vie culturelle de la France. Or, ce qu'on constate au cours des sondages qui sont révélés au fur et à mesure ces dernières semaines, c'est que cette élection présidentielle a de fortes chances, en 2027, de tourner autour des problèmes de l'immigration. C'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on y réfléchisse ensemble et que vous-même, vous fassiez votre propre idée sur ce problème de l'immigration. Rappelons que l'histoire du monde est une histoire de migration, d'émigration quand on parle, d'immigration quand on reçoit. Donc, croire qu'un jour, quelques personnes, quelques dirigeants pourront mettre un stop à cette migration permanente de l'espèce humaine, ça relève de la naïveté. Il y a par ailleurs, rappelons-le, 80 millions de personnes de par le monde qui sont des réfugiés, c'est-à-dire souvent des gens qui vivent sous des tentes et qui n'ont pas beaucoup de moyens d'existence. La population actuelle de la planète est de l'ordre de 8 milliards d'habitants, et en France, on est autour de 70 millions d'habitants. Pour avoir les ordres de grandeur, la Martinique, 325 000 habitants, une population qui ne cesse de diminuer. Nous sommes donc 8 milliards au niveau de la planète. Il y a une cinquantaine d'années, tous les spécialistes nous disaient qu'au tournant des années 2000, 2020, comme nous sommes aujourd'hui, eh bien, il y aurait sur la planète 15 milliards d'habitants. Donc nous sommes à peine à 8 milliards, un peu plus de 8 milliards. C'est dire que les projections en matière de démographie sont des exercices extrêmement difficiles à faire. D'autre part, nous sommes un petit peu préoccupés par le BIMIDOM. Beaucoup d'entre nous disent des choses totalement inexactes sur le BIMIDOM, lui attribuant le fléchissement démographique que nous connaissons maintenant. À vrai dire, quand on regarde les chiffres avant le BIMIDOM et après le BIMIDOM, le montant de l'émigration, c'est-à-dire des départs de la Martinique, était à quelques unités près exactement le même. Donc le BIMIDOM n'a strictement rien à voir dans la situation démographique actuelle de la France, contrairement à ce que nous disons et à ce que beaucoup d'entre nous croient. À la Réunion, le problème était différent. Il y a eu une mobilisation de beaucoup de dirigeants pour que les Réunionnais quittent la Réunion, mais la Martinique n'a pas la même situation démographique, ni d'ailleurs politique, que la Réunion. Il ne faut pas comparer les deux îles de ce point de vue-là. Alors, quelle est la situation d'abord sur le plan de l'immigration? Il faut savoir que les chiffres, et je n'en citerai pas, sont très confidentiels. Il n'y a pas un document officiel qui ne fasse part de chiffres différents d'autres documents officiels. Selon qu'on prend les gens qui sont nés en France, qui sont nés ailleurs qu'en France et qui vivent à l'extérieur, si on prend les Algériens, si on prend les Tunisiens, si on prend les Marocains, si on prend les originaires de l'Afrique noire, tout ça donne des chiffres totalement différents d'immigration. Certains disent qu'il y a 800 ou 900 000 personnes en situation irrégulière en France, s'agissant du nombre de personnes nées en France, nées à l'étranger, qui vivent en France, le chiffre varie, il est de l'ordre de 6 millions à 7 millions de personnes. Ce sont des chiffres qu'il faut manier avec précaution. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes concernés, en Martinique, nous sommes concernés par l'immigration de compatriotes de l'Hexagone, nous sommes concernés par l'immigration de Saint-Lucien, de Dominicains, d'Haïtiens, nous sommes concernés. Et dans l'Hexagone, beaucoup de gens sont très attentifs à ce problème de l'immigration. Alors, nous savons aussi que même si les gens en France disent que l'immigration est un mal, nous savons tous que si tous ceux qui travaillent en France et qui sont nés à l'étranger
arrêtait de travailler du jour au lendemain, ou bien ne serait-ce qu'une journée, bien l'économie française serait bloquée, parce qu'il y a beaucoup de personnes nées hors de France et qui font tourner l'économie française. C'est une chose bien connue sur laquelle nous n'allons pas revenir. La question est de savoir si c'est une chance pour la France ou bien si il faut considérer que c'est plutôt une mauvaise chose. Alors, la première question que nous devons nous poser est de savoir s'il y a une seule humanité ou bien s'il y a autant d'humanité que de drapeaux à l'ONU, à New York. Si nous considérons qu'il y a autant d'humanité que de drapeaux, nous l'avons déjà rappelé ici, ça veut dire qu'il y a 200 humanités, ce qui n'a évidemment aucun sens. Ici, il faut donc conclure très clairement qu'il y a sur la Terre une seule humanité. Et que donc, tous ceux qui sont nés en Inde, tous ceux qui sont nés en Afrique, tous ceux qui sont nés en Amérique du Sud, tous ceux qui sont nés aux Antilles, sont des hommes au même degré, avec le même respect à devoir aux uns et aux autres. Donc, les frontières sont quelque chose de relativement nouveau, de relativement artificiel, et dont il faut faire une gestion prudente. Si on s'amuse à les renforcer, les frontières, et à en faire des murs, eh bien, on va préparer la guerre. Si au contraire, on se dit qu'au lieu des murs, au lieu de préparer la guerre, eh bien, on établit des ponts entre les différents pays, alors les choses sont totalement différentes. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument organiser des ponts. Alors, les Français, dans leur majorité, ne pensent pas comme cela. Depuis qu'à la fin des années 1980-1990, Jean-Marie Le Pen a récolté 20-25% des voix aux différentes élections, tous les partis, sans exception, ont considéré qu'il fallait qu'ils intègrent dans leur discours, dans leur dialogue avec les Français, la nécessité de ne pas accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Michel Rocard ajoutait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part », ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, la question est de savoir si, en France, on a la chance ou bien on n'a pas la chance d'avoir eu de l'immigration à tous les niveaux. Je le répète, à tous les niveaux, il y a des immigrés, des personnes qui sont nées à l'extérieur et qui sont en situation régulière ou pas régulière. Dans les hôpitaux, par exemple, est-ce que les Français pourraient être soignés s'il n'y avait pas énormément de personnes, de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, de brancardiers, de cuisiniers, de plantons nés à l'extérieur de l'Hexagone. Donc, pour le Français, l'interprétation, même si les faits démontrent cette interprétation, est plutôt négative vis-à-vis de l'immigration. Ici, en Martinique, nous ne sommes pas non plus tout à fait clairs de ce côté-là. D'un côté, nous disons « Vive la France » et nous sommes Français. De l'autre côté, nous cherchons souvenoise un certain nombre d'amis métropolitains qui veulent contribuer à vivre et à faire vivre la Martinique. Il faut être clair là-dessus. Ou bien on est français, ou bien on n'est pas français. Bon. De même, nous avons des problèmes avec les Haïtiens, avec les Saint-Luciens, avec les Dominicains, notamment dans les zones rurales. Il faut se poser la question de ce que coûte un homme. Disons que l'Haïtien moyen coûte moins aujourd'hui que le Martiniquais moyen. Et donc, il est capable de faire une production, de travailler dans le BTP, en vendant sa force de travail moins cher que ne le fait le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais, etc. Donc, il y a des problèmes de prix de vente, du kilo de tomate ou du kilo de concombre récolté par l'Haïtien ou le Saint-Lucien, et qui accepte de vendre moins cher, alors que le Martiniquais vend plus cher. Donc, il y a un certain nombre de difficultés. Mais, globalement, il faut répondre à la question, est-ce que c'est plutôt une chance pour la France ou bien est-ce que ce n'est pas une chance d'avoir une main-d'œuvre immigrée relativement importante? Ma réponse est très claire. C'est une chance pour la France d'avoir sur son sol, y compris sur son sol martiniquais, des gens qui viennent d'autres pays.
Pourquoi ? D'abord, c'est une anticipation du monde de demain. Demain, il y aura sur tous les pays de la planète des gens venus de beaucoup d'autres pays de la planète. Et puis, c'est la chance d'avoir des représentants de toutes les civilisations. Des civilisations chrétiennes, musulmanes, hindouistes, confucéennes, de toutes origines, et qui apportent les particularités, la richesse culturelle de chacune de ces civilisations. Et puis, si nous considérons que nous devons vivre ensemble, eh bien, autant l'accepter déjà sur notre territoire et pas regarder du coin de l'œil ceux qui viennent vivre avec nous. Mais est-ce que c'est dans n'importe quelle condition ? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que dans n'importe quelle condition, la France doit accepter des gens qui viennent d'ailleurs ? Alors je dis non. Il faut accepter l'immigration, mais pas dans n'importe quelle condition. Et c'est à chaque pays d'établir les règles qu'il lui faut faire respecter sur son propre territoire pour que l'ordre règne. Que si chacun vient de l'autre bout de la planète et prétend vivre comme il a l'habitude de vivre dans son pays, en tentant d'imposer à la France les règles venues d'ailleurs, il est évident qu'il y aura des problèmes comme il y en a déjà, notamment avec une certaine partie du monde musulman. Mais si la France s'organise pour que la vie en France soit un peu plus ordonnée qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors les choses peuvent varier du tout au tout. Mais encore faut-il que la France fasse le travail, que l'État en France fasse le travail. Et quel est le travail le plus urgent à faire, le plus important et le plus constructif d'unité de tout le monde sur le même territoire ? Eh bien, ce premier travail, c'est bien de donner de l'emploi aux uns et aux autres, comme y oblige normalement le préambule de la Constitution, que je me plais à répéter aussi souvent que possible, l'article 5 du préambule de la Constitution, de la 4e comme de la 5e République, dit « Chacun a le devoir d'avoir un emploi, de travailler, et chacun a le droit d'obtenir un emploi. » Et la génération qui a écrit ça dans les 2 dernières constitutions, c'est la génération qui avait vu les dégâts causés en Allemagne par le chômage dans les années 30, dégâts qui se sont traduits finalement par l'arrivée de Hitler au pouvoir. Donc, que la France s'arrange pour que tout le monde travaille, et autant que possible que tout le monde travaille efficacement, parce que nous savons bien que dans le secteur privé, mais encore beaucoup plus dans le secteur public, eh bien, on n'atteint pas toujours le maximum d'efficacité. Et si on atteignait le maximum d'efficacité, ceux qui travaillent pourraient ne travailler que 32 ou 33 heures par semaine en produisant tout ce qu'il faut à l'humanité pour satisfaire ses besoins. Mais c'est dans beaucoup de pays, pas seulement en France, que beaucoup de gens ne travaillent pas. Allez dans les pays les plus pauvres de la planète, mais vous verrez des gens qui le matin ne sont pas du tout sûrs de travailler et de gagner par leur travail ce qu'il faut pour nourrir leurs enfants. Donc c'est le problème le plus important, peut-être en tout cas le plus compliqué, que de se dire que tout le monde doit travailler et faire en sorte que chacun vive de son travail et pas des subventions. De ce côté-là, un point extrêmement important doit être souligné parce que personne ne vous le soulignera. Nous sommes dans une société, en France et en Martinique en particulier, où les associations ont un rôle très important. On dit même que certaines municipalités font faire leur travail par des associations. Donc il y aurait, d'un côté, dans les municipalités en question, mais parce que ça ne concerne pas seulement les municipalités, des gens qui sont à l'intérieur dans les bureaux, qui travaillent ou qui font semblant de travailler, qui sont payés régulièrement à la fin du mois, et puis des associations
qui font sur le terrain un certain nombre de tâches que devrait faire la municipalité elle-même. Et ces associations vivent de quoi? Elles vivent évidemment de subventions qui sont procurées par la CTM, par la mairie, par les intercommunalités, par tout ce qu'on veut. Mais le propre de la différence entre les entreprises et les associations, c'est que les entreprises sont tenues à une obligation de résultat, alors que les associations ne sont pas toujours tenues à des résultats prévus et évalués de manière précise. Donc il y a là un biais tout à fait grave dans la vie socio-économique de la Martinique et de la France aujourd'hui. J'entendais récemment, s'agissant d'une municipalité du centre de la France, où le maire a été récemment condamné, eh bien, qu'il y avait des dizaines de milliers de subventions accordées chaque année par la municipalité. Des dizaines de millions distribués. Et donc des dizaines de milliers ou des centaines d'associations, des milliers, que sais-je, d'associations sur le territoire de cette commune qui recevaient des subventions chaque année. Vous voyez bien la part d'arbitraire qu'il y a d'abord dans ce système-là. Parce que les subventions aux associations, on les donne ou on ne les donne pas. Mais surtout, et c'est le fond du problème dont il faut que nous soyons tous conscients, c'est que l'argent que l'État, que les collectivités territoriales donnent aux associations, c'est de l'argent qui est prélevé sur le travail des entreprises et le travail des particuliers, des salariés, du secteur public ou du secteur privé. Si on prélevait moins d'argent sur les particuliers et sur les entreprises pour donner de l'argent aux associations, les choses seraient beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus claires. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires, les cotisations et les impôts devraient diminuer sur les entreprises et sur les particuliers, et ces entreprises pourraient, même certains particuliers, pour le travail ménager par exemple, les entreprises pourraient recruter davantage de personnes et leur faire faire les tâches qui sont aujourd'hui accomplies par les associations avec des résultats à la clé. C'est-à-dire qu'il y a à vérifier, à évaluer chaque année que la mission de l'entreprise est accomplie, ou bien que la mission de l'association est accomplie, et qu'on peut lui donner l'argent correspondant à l'accomplissement de la mission. Mais est-ce que les associations voient leurs objectifs et leurs résultats suffisamment évalués année après année? C'est un problème sur lequel il faut réfléchir. Je résume le problème. Prélever moins sur les entreprises, leur permettre de recruter davantage, les inviter, comme c'est leur devoir naturellement, à obtenir des résultats, et leur bilan de fin d'année donne une preuve de leurs résultats, cela créerait un espace beaucoup moins important pour les associations où des bonnes volontés incroyables se déploient toute l'année, mais les résultats seraient plus facilement au bout du travail, au bout de l'exercice, et alors que du côté des associations, ce n'est pas toujours le cas. Et en ce moment, nous vivons naturellement de grosses difficultés au niveau de l'ensemble des associations. Alors, il y a des pays qui, sur le problème de l'immigration, ont pris des orientations tout à fait différentes de celles que prend la France. Je prendrai 3 exemples. Je prendrai Singapour, je prendrai l'exemple de l'Inde, de la Suisse, un 4e exemple, la Grande-Bretagne. À Singapour, vous avez plusieurs communautés, plusieurs civilisations, plusieurs cultures, avec des bouddhistes, des musulmans, des birmans, des chrétiens. Vous avez plusieurs cultures et plusieurs civilisations. Eh bien, ces civilisations sont invitées à vivre comme elles l'entendent, mais à une condition, c'est de respecter les lois qui sont faites par le gouvernement et qui gouvernent l'ensemble
des cultures, l'ensemble des civilisations, l'ensemble des religions. Il y a le respect par chacune de ces cultures des règles communes édictées par le gouvernement. On a le même problème en Inde. Vous savez qu'en Inde, il y a souvent des difficultés État par État. Eh bien, là aussi, il y a des règles qui sont édictées par New Delhi et qui invitent les musulmans et les hindouistes à être respectés pour qu'il y ait une vie en commun possible. De même, prenons l'exemple de la Suisse, où il y a 4 langues qui sont parlées en Suisse. Il y a plusieurs États, c'est une confédération, comme vous le savez. Et bien là aussi, au milieu de cultures très différentes et de comportements souvent très différents, on a un État suisse, une confédération suisse qui est respectée et qui avance. De même, en Angleterre, l'ouverture sur les cultures non protestantes, non chrétiennes, est beaucoup plus nette qu'en France, que dans l'Hexagone. Vous savez qu'à Londres, depuis pas mal d'années, il y a un maire qui est d'origine pakistanaise. Il y a quelques mois encore, le premier ministre britannique était un homme d'origine hindoue, ou indienne, comme vous voudrez, mais de religion hindoue, et qui ont été respectés comme tout le monde. Il y a en Angleterre, à chaque gouvernement, vous avez des ministres qui ne sont pas nés, ou dont les parents ne sont pas nés sur le territoire anglais, et qui font fonctionner la Grande-Bretagne. Donc, la clé du problème, c'est que chaque personne qui vit dans une communauté donne à cette communauté le sentiment qu'elle lui apporte quelque chose, que cette personne lui apporte quelque chose. Quand Raphaël Élysée, noir de la Martinique, s'est imposé sans le chercher comme maire de Sablé en Sarthe, dans l'Hexagone, eh bien, il était noir, il était socialiste, il était franc-maçon. Eh bien, la France rurale profonde l'a désigné, l'a élu comme maire parce qu'il rendait service à la communauté à laquelle il appartenait. Il était, je le rappelle, vétérinaire. Il a été élu maire en 1929, et puis les Allemands, en 1940, l'ont éjecté, et il a été tué par des bombardements anglais la veille de la libération du camp de Buchenwald, où il avait été incarcéré par les Allemands. De même, pour prendre un événement plus récent, on dit que les États-Unis sont racistes, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de racisme aux États-Unis, notamment actuellement au niveau de la présidence. Mais quand Obama s'est présenté pour la première fois aux élections présidentielles, il a quand même été élu par une majorité d'Américains. Et quand il s'est représenté 4 ans après, il a été réélu par une majorité d'Américains. Ça veut dire que lorsque un individu rend service, quand la communauté dans laquelle il est a le sentiment qu'elle va lui rendre service, on oublie la couleur de la peau, on oublie la religion, on oublie le lieu de naissance, etc. Et c'est ce vers quoi nous devons aller, car si nous suivons un certain nombre de personnes dont nous voyons les émissions souvent à la télévision ou à la radio, et qui se proposent d'être présentes aux élections présidentielles prochaines en France dans un an, moins d'un an et demi, eh bien, on va se préparer la guerre, on va se préparer des conflits permanents entre les uns et les autres, et cela sur la base de malentendus. Disons que la France a cette chance, à cause du crime colonial, à cause de son passé de domination, d'avoir sur son territoire un certain nombre de civilisations représentées par des gens de tous les niveaux, de toutes les spécialités. C'est une chance pour la France. Or, la France, la majorité des Français ne comprend pas cette chance-là, et elle est au contraire en train de percevoir comme un malheur ce qui en réalité est une chance inouïe à nous, Martiniquais, à nous tous qui sommes nés à l'extérieur et qui vivons dans l'Hexagone ou en dehors de l'Hexagone, de faire comprendre à la majorité de nos compatriotes de l'Hexagone la chance qu'ils ont d'avoir une immigration, mais une immigration
eh bien, qui soit contrôlé et qui respecte les lois de la République, au moins autant que les métropolitains les respectent. Vous savez qu'il y a une formule en France qui, à mon avis, fait des dégâts énormes. La formule, c'est « bête et discipliné ». Souvent, quelqu'un qui veut se moquer de quelqu'un d'autre dit « Ah ouais, ce monsieur ou cette femme, elle est bête et disciplinée ». Ça veut dire quelque part que lorsqu'on est discipliné, c'est qu'on est un peu bête. Et que pour montrer qu'on n'est pas bête, on ne sera pas discipliné. C'est un peu le comportement de beaucoup d'entre nous, notamment dans l'Hexagone. Donc, il nous faut savoir qu'il y a une forme supérieure de liberté qui passe par le respect de la discipline. Et que jouer au nègre marron toute la journée, c'est une preuve d'infantilisme. Lorsque on est esclave, évidemment, la dignité veut qu'on cherche à marronner. Mais lorsqu'on est en situation de responsabilité, la dignité, c'est de ne pas marronner, c'est d'affronter ces responsabilités et puis de les assumer clairement avec succès. C'est la voie de la concorde, c'est la voie de la paix. Merci de votre écoute. À un autre soleil.